Nous avons maintenant l'honneur de vous présenter notre conférencier d'ouverture, M. Bruno Marchand, qui est maire de la Ville de Québec. J'espère que je ne vous apprends rien. M. Marchand est une personnalité extraordinaire dont la carrière et les réalisations ont eu et ont toujours un impact considérable. Il est le 38e maire de la Ville de Québec, le président de la communauté métropolitaine de Québec et depuis septembre 2022, il occupe la présidence de l'Organisation des villes du patrimoine mondial. Il a été très actif dans sa communauté, notamment en tant que président-directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent de 2014 à 2021, où il a reçu le prix de la présidence de Centraide Canada pour l'innovation en 2017. Excusez-moi, il a aussi reçu le prix Hommage 2014 et le prix Michael Sheehan 2014 du Centre de prévention du suicide de Québec. Il incarne le leadership, son expertise en philanthropie est incontestable et son engagement est une source d'inspiration pour nous tous. Nous sommes évidemment tous honorés d'accueillir le maire de Québec, mais on est surtout ravis d'accueillir notre ami et notre collègue philanthropique de toujours. Bruno Marchand. Merci François. C'est généreux. Ça place les attentes très hautes. Bonjour tout le monde. Content de vous retrouver. Merci de croire. Parce que ça commence toujours par quelque chose auquel on croit. Parce qu'à quelque part, si on n'y croyait pas, les impossibles, évidemment, nous ferait en sorte que notre route serait parsemée de pourquoi le faire puisqu'on n'y croit pas. Parce qu'on croit à quelque chose qui, en général, pour lequel on a des impossibles devant nous. Moi, j'aime beaucoup ce que Jean-M Gagné a dit dans son allocution. Je trouve que les mots étaient vraiment bien choisis. C'était une très belle introduction à la matière. Pour se donner un nouvel élan. Et ce qui est dur quand on veut se donner un nouvel élan, c'est d'accepter un petit peu de laisser de l'ancien de côté. C'est ça qui est dur. Quand je suis arrivé à Centraide Québec, Chaudière-Appalaches, on avait fait le constat avec plusieurs partenaires, avec les membres du CA, des employés, qu'il fallait qu'on change. Ça allait super bien, mais il fallait qu'on se transforme. Et au fil de ce qu'on a essayé de transformer, il y a des gens qui nous ont dit à partir du moment où on veut transformer, est-ce que ça veut dire que ce qu'on faisait avant, c'était pas bien? Parce que c'est ça qui est dur de recevoir cette idée qu'on devrait changer. Ouais, mais si on doit changer, ça veut dire que ce qu'on fait depuis X temps n'est pas bien. C'est quelque chose qu'on prend souvent comme une claque très personnelle. Comme quelque chose qui est d'un regard qu'on n'a pas su voir, de quelque chose qu'on n'a pas su adapter, de décisions qu'on a prises qui ont maintenu une façon de travailler qui font en sorte qu'on se retrouve un jour où on dit « Hey, merde, il faut changer. » Donc, ça veut dire que j'étais pas bon. Ça nous renvoie à cette peur-là, à cette vulnérabilité-là qu'on a. Est-ce que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour rien? Parce que depuis des années, je m'engage et on me dit aujourd'hui, il faut changer. François en a parlé dans son discours d'entrée de jeu, quand ont commencé les deux animateurs. À quelque part, on sait que c'est pas vrai. À quelque part, on sait que c'est pas parce qu'on a oublié quelque chose, qu'on n'a pas été bon. À quelque part, on sait, puis vous êtes tous assez lucides pour voir le contexte qui nous glisse en dessous des pieds. Mais malgré ça, on se dit, s'il faut changer, c'est parce que j'ai pas su être assez bon. Et je pense qu'il faut, si on veut changer, il faut être capable de se dire, c'est pas un jugement sur ce que nous sommes ou sur ce que nous avons été. C'est beaucoup plus parce que nous avons été et parce que nous sommes devenus ce que nous sommes qu'on est capable de changer. C'est ça qui permet le changement. C'est les réussites d'avant, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui nous amène, c'est ce vent qui nous pousse à être ici aujourd'hui. Mais moi, il y a une chose dont je suis profondément convaincu, c'est que quand on dit donner un nouvel élan, ça ne peut pas être plus juste que ça. Quand on dit qu'on est assailli dans un contexte pour lequel il y a des transformations, pour lequel il y a des transformations importantes, et dans certains cas pour lesquels nous n'avons plus le luxe du temps. Peut-être que Laure Verdel en parlera tantôt.
ça nous oblige à se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi, j'ai un chat qui ne veut pas partir. Je vais finir par m'en débarrasser, mais il reste avec moi. Et on a une belle amitié, lui et moi. Alors, comment on fait pour accepter de changer? Parce que dès qu'on ouvre un peu la porte, on regarde autour et on se dit « Ah oui, lui, c'est vrai, il devrait changer. Ah, elle devrait changer, je le sais. Puis elle aussi, elle devrait changer. » Un des bons exemples de ça dans nos entreprises, nos organisations, nos institutions, nos organismes, quand vous demandez aux gens, trouvez-vous qu'on travaille en silo? Tout le monde lève la main. On travaille trop en silo chez nous? Définitivement. Parfait. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour être mieux? Bien, l'autre, là, à côté, s'il ne travaillait pas en silo, là, ça aiderait mon travail. C'est ça, la solution. Les coms, eux autres, ils font tout croche. L'ingénierie fait tout croche. Les ventes font tout croche. Puis ça m'aide pas moi. C'est vrai qu'on est en silo. Pas moi, les autres sont en silo. Alors, la solution, c'est quoi? Bien, si tout le monde pouvait mieux communiquer avec moi, ça irait mieux. Hein? Mais évidemment qu'on part de notre nombril pour analyser le monde. Évidemment qu'on part de notre lunette pour voir les choses. Évidemment que dans un conflit, parce qu'on a peur, c'est tough de se dire « Christy, j'ai ma part de blâme. » Je me regarde aller, là. Moi, je vais vous conter une anecdote bien personnelle. La vie politique, puis François Blais pourra en parler, j'en suis sûr, la vie politique, c'est pas si facile que ça à gérer que sa vie personnelle. Bon, je vous apprends rien, vous allez me dire, là. Puis, moi, je pense que je suis bien bon. Je me dis, hey, je suis pas comme les autres. Puis des fois, dans mon couple, ça va un peu carré, mais je me dis, ça doit pas être de ma faute. Puis là, je regarde la série Borgen, parce que j'aime ça me faire du mal. Puis là, c'est une série danoise sur la politique. Puis là, je la regarde, elle, qui est première ministre du Danemark. Puis là, elle a des réactions comme que je voulais pas voir de moi-même. Puis là, je fais, ah, OK, c'est de même que je suis, finalement. Je suis peut-être pas tant parfait que ça. Puis là, je me cache. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'on est comme ça face au changement aussi. On aime ça, se dire que l'autre devrait changer. Vous savez-vous quoi? C'est notre première barrière pour que collectivement, on n'arrive pas à quelque chose de grand. Parce que l'autre, il pense ça aussi. Ben oui, cette organisation-là, s'ils étaient meilleurs aussi, s'ils changeaient leur façon de faire, si. Puis peut-être c'est vrai. Mais on est-tu en train de tous se regarder les uns les autres puis se dire, on connaît tous ce qui devrait changer, mais il n'y a personne qui se regarde soi. Qu'est-ce qui risque de changer? Probablement pas grand-chose. Pourtant, le contexte est hyper appelant au changement. Et malheureusement, qu'on le veuille ou pas, on est appelé à changer. Pas à quitter ce qu'on faisait, pas à se dire que c'était pas bon, mais à se dire comment on le fait différemment, parce que le contexte nous impose ça. Et moi, je suis de l'école, j'aime beaucoup cette phrase de Churchill qui dit « Avec le changement, vous avez deux choix. Ou vous le prenez par la main. Mais ça ne vous tente pas de changer. Ça vous met en mouvement. Mais c'est quand même peut-être la solution la plus facile. Parce que sinon, qu'est-ce qui reste? Vous faites attendre. Puis dire, je m'en occupe pas. Je les vois, les changements climatiques, je les vois, les enjeux sociaux, je la vois, la montée de l'itinérance, je les vois, le frictionnement, la perte de confiance dans nos institutions, je le vois, la perte de repères, la perte de sentiments spirituels, comment l'individualisme parfois nous gangrène. Je vois tout ça, comment ça devient de plus en plus présent. Puis je vais nommer des choses qui nous touchent moins, mais qui nous touchent aussi. La crise des médias, les crises de confiance qu'on a envers nos institutions. Je le vois, ça. Mais je préfère pas regarder. Moi, ma mission, c'est ça. Parce que c'est utile, parce que votre mission est vraiment utile. Et Churchill dit, si vous ne le prenez pas par la main, le changement, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va vous prendre par la gorge. Et là, c'est moi qui rajoute ça. Rendu là, c'est pas le fun. Alors, est-ce que votre organisation a changé? Je le sais que je suis tough un matin, ça part raide, là. La réponse est oui. Je sais que vous êtes venu dire que les autres devaient changer. Ils l'ont tous entendu. Mais, puis quand je vous dis ça, là, c'est la même chose d'une institution comme la Ville. Nous devons changer. Nous devons changer. On doit changer à plein d'égards. Il fut un temps, puis je vous donne juste un exemple qui n'a pas très rapport à la philanthropie. Il fut un temps où on avait un marché qui s'équilibrait en matière de logement et où les villes, on attendait que quelqu'un nous fasse une demande pour construire quelque chose et on lui donnait un permis de notre grâce divine en évaluant ça, voir si c'était pas pire ou pas. On se rend compte que ça ne marche plus, le marché ne s'équilibre plus. On peut se dire, nous, on ne changera pas, c'est notre posture, au marché de faire son équilibre. Savez-vous quoi? Mais plus on attend, moins on trouve de logements. Et là, vous voyez les conséquences sociales.
comment on doit changer. On ne deviendra pas des promoteurs, on ne construira pas des logements, on s'entend tous, ce n'est pas notre champ d'expertise. Comment on peut faire pour être facilitant? Comment on peut faire pour accélérer les choses? Comment on peut faire pour être propriétaire de terrain, pour que quand viennent des crédits de logements sociaux, on est capable de rapidement procéder? C'est ça que je dis à mes employés de la ville, on doit changer. Est-ce que c'est de notre faute? Non. Est-ce qu'on est à blâmer? Non. Mais est-ce que le contexte ne nous impose pas de faire différemment? Je pense que la philanthropie là-dedans, parce que vous vous dites peut-être, il me semble qu'on est loin de la philanthropie, je pense qu'elle subit ces mêmes effets, ces mêmes vents contraires, ces mêmes vents qui nous divisent, qui nous repoussent. Et je pense qu'elle est un trait d'union important. Je pense que vous êtes un trait d'union important. Jean-M. Gagné en a parlé. Ça fait longtemps au Québec qu'on se questionne. Puis c'est partout dans le monde. C'est quoi la place dans la philanthropie? Puis certains vous disent, ben moi je donnerai pas parce que je paye des impôts, je paye des taxes. C'est à eux autres, par système, de régler les enjeux sociaux, problématiques, humains, économiques, nommez-les. Puis de l'autre côté, vous avez quelque chose de plus américain, ce qu'on voit aux États-Unis. Je veux payer le moins de taxes possible, puis je suis prêt à reconnaître que la philanthropie, mon engagement dans la communauté, c'est ce qui va faire une différence à la mesure de comment je m'y engage. Puis le Québec, depuis des années, on est un peu entre les deux. Très français. Ceux qui connaissent la France, puis évidemment, pardonnez-moi, je suis un peu peut-être en retard, mais quand j'étais à Centrale, on voyait la France. La France, la philanthropie n'est pas si développée que ça. Il y a de grands philanthropes, des grands mécènes, mais la philanthropie comme on a ici, c'est pas que ça a changé les dernières années, mais c'était pas le cas. Ils étaient dans un mode, c'est l'État. Puis de l'autre côté, vous avez le mode américain, puis j'exagère là, juste pour les fins de ma démonstration, qui est moins d'État, puis des communautés qui décident de comment ils s'engagent. Puis nous, le Québec, on essaie de naviguer là-dedans, à se dire où est-ce qu'on se positionne. Il est où le rôle de la philanthropie? On ne veut pas se substituer à l'État. On ne veut pas prendre les missions que l'État ne veut pas prendre ou qu'elle ne considère pas importantes. On se dit, il y a quelque chose de scandaleux qu'on soit, entre guillemets, celui qui se tient derrière puis qui prend les miettes de ce que l'État veut bien laisser tomber. Puis de l'autre côté, on se dit, si on va vers ça, tous les changements structurants qu'un État peut amener, la philanthropie, même si elle était encore plus forte, elle ne pourra pas le faire parce qu'on voit dans des pays comme les États-Unis que la question de la structure, elle peut être très forte dans des communautés, pas forte dans des communautés à côté, parce que dépendamment de cette espèce de gruyère qui se place, il n'y a pas tout le temps un État pour dire on va s'occuper de tout le monde. Alors on se place où, nous, là-dedans? On s'est développé un tissu avec des organisations qui ont des missions, qui s'occupent de clientèle particulière, qui ont des valeurs, puis qui décident de travailler à travers un paquet d'éléments pour lesquels on s'y a des besoins. Puis les besoins que vous lisez, les besoins que vous travaillez, les besoins que vous soutenez, ils sont réels. La philanthropie est un trait d'union entre cette idée de dire aux gens, si tu ne t'occupes pas de ta communauté, elle ne peut pas être grande. Puis en même temps, de dire aux gens, sans État, c'est pas vrai qu'on va pouvoir faire des transformations structurantes. On ne peut pas nier l'un et l'autre. Comment on fait pour dépasser l'individu et son engagement? Comment on fait pour dépasser la société et un engagement total? Parce qu'on voit ces frictions, on voit ces effritements, on voit ces changements. Moi, je pense que la philanthropie est une des planches de salut. C'est ce trait d'union entre les deux. Mais la philanthropie, elle peut aussi continuer de réfléchir, de se développer, de se bâtir et de nous amener ailleurs. Et ça suppose que cette philanthropie-là travaille encore plus ensemble. Ça suppose, je vais vous donner des exemples qui sont parlants pour Québec, qui sont parlants pour Montréal, qui sont parlants pour le Québec. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait faire ça, mais je suis en train de dire que la philanthropie peut être des traits d'union, parfois dans des endroits où on n'est pas capable d'aller plus loin, parce qu'il y a des conflits dans la vision de l'État, parce qu'il y a des incapacités, parce qu'on ne priorise pas. Puis en même temps, il y a des besoins individuels qui sont criants. Un des exemples pour moi de ça très clair, c'est l'itinérance. La philanthropie ne peut pas jouer le rôle de l'État. Si l'État ne joue pas son rôle, on est 3 prises morts. En même temps, la philanthropie peut être un trait d'union pour rappeler à l'État son rôle. Peut être un trait d'union pour dire, regarde en pratique novatrice, Jean-M en parlait tantôt, en innovation. Parce que la philanthropie a souvent joué ce rôle-là d'amener des innovations par son agilité, de la capacité de voir ce qui se fait ailleurs, puis rapidement les amener. Comment on peut faire à travers une agilité pour mettre en place des choses, parce que les donateurs, les donatrices, ceux qui s'engagent sont beaucoup plus agiles, nous permettent de dire à l'État, regarde à travers ce qu'on fait, il y a peut-être des choses à grandir, à magnifier, à aller sur une échelle plus large. Moi, je pense que l'avenir de la philanthropie, du moins au Québec, dans ce nouvel élan, c'est un avenir de trait d'union. C'est un avenir de trait d'union, non pas pour reprendre des missions que l'État ne veut pas jouer, dépendamment qui sera au pouvoir et qui est au pouvoir,
mais pour prendre des enjeux criants, des enjeux sociétaux, des enjeux importants, et pour venir amener de l'eau au moulin à travers de l'innovation, à travers des capacités, à travers des résultats. Puis là, je vais dire un gros mot, là, puis je le sais que c'est toujours ça nous dérange toujours, là, mais à travers des résultats. Les résultats, pour moi, sont importants. Puis savez-vous quoi? Pas à la façon américaine de faire de la philanthropie. Pas à la façon des consultants américains qui viennent dire aux entreprises, engagez-vous dans telle cause, mettez-y 3 à 5 ans de vos investissements, puis une fois que vous allez avoir bénéficié de cette espèce d'appui populaire parce que vous êtes engagé dans une cause, là, vous n'aurez plus de bénéfices, changez. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'une philanthropie qui est capable, dans la durée, de venir démontrer que socialement, on est capable de grandes choses au Québec. Que socialement, on est encore capable de transformer des situations qui nous semblent complètement nous submerger. Que socialement, on est capable, à travers des victoires, parfois des petites victoires, ce qu'on appelle en changement organisationnel des quick wins, de dire que si on les amplifiait, on pourrait faire de grandes choses. La philanthropie est capable d'être ce trait d'union entre nos différents endroits du Québec. Pour dire ce qui se réussit bien à Saguenay, bien, ça peut peut-être s'implanter plus rapidement parce qu'on est en contact avec ce qui se passe là-bas. Que ce qui se fait bien dans les Laurentides, ça n'a pas besoin d'être une grande ville pour s'importer ici à Québec. Et pour faire en sorte qu'à travers ces bonnes pratiques, cette innovation sociale, on soit capable de dire, regardez ce qu'on arrive à livrer comme résultat. Et pourquoi les résultats sont importants, et je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre, parce que celui qui donne, il a le goût d'avoir des résultats. Et quand on entend ça, ça nous fait mal parce qu'on se dit, ouais, mais il veut des résultats, mais là, ça veut dire qu'on va prendre des itinérants. Je reprends mon exemple d'itinérant. On va te les formater, on va te les nettoyer, puis on va les mettre dans un appartement, puis on va dire, il y a un résultat. C'est pas ça. On peut contrôler c'est quoi un résultat. On peut influencer c'est quoi un résultat. On peut, dans cette salle-ci, il y a assez de monde géniaux pour dire, non, on ne parle pas de résultats en matière de, on a pris quelqu'un, puis on l'a transformé pour arriver à ce qu'on voulait, puis on ne sait même pas ce que ça a donné tant que ça, mais au moins on a des belles photos à prendre. C'est pas de ça qu'on parle quand on parle de résultats. Il y a un groupe à Québec, ce sont 8 organisations qui se sont mis ensemble. Porte-clés. Ils ont soutenu pendant des années 300 personnes itinérantes. Ils sont arrivés avec le travail qu'ils ont fait en partenariat, les organisations entre elles, à avoir, après, dépendamment des personnes, quelques mois, quelques années dans certains cas, 87% de stabilité résidentielle. 87% de stabilité résidentielle. Bien, quand des groupes se mettent ensemble, quand des groupes sont capables de démontrer la valeur, mais une valeur humaine, pas une valeur, on s'en vient aux Olympiques, puis on fait un nettoyage dans un quartier pour montrer que tout est beau, là. De vrais changements, là. La vraie capacité de prendre le temps, d'accompagner, d'être humainement avec les gens. Quand la philanthropie, quand des groupes, quand le communautaire est capable de faire ça, bien nécessairement, il oblige un État, des fois ça peut prendre du temps, mais il oblige un État, elle aussi, à se transformer, elle aussi à accélérer, elle aussi à ne pas abandonner sur les siens. Quand des groupes font la même chose en environnement, quand des groupes font la même chose sur la violence faite aux femmes, quand des groupes démontrent avec l'immense résultat qui est le leur. Puis je sais qu'on n'a pas été habitué à ça au Québec. On n'a pas souvent aimé ça, parler de résultats. Mais savez-vous quoi? Parce qu'il y a certaines désaffections, parce qu'il y a des gens qui doutent, parce qu'il y a des gens qui sont plus certains de la chose. Un nouvel élan, c'est aussi être capable de démontrer à la population du Québec que ce qu'on fait, on ne le fait pas pour nous. Parce que ça va vous faire mal que je dise ça, là. Mais quand on travaille juste pour soi, notre organisation, pour notre mission, on revient à cette individualité qu'on dénonce parfois, sans mauvaise foi. Mais quand on est capable de se dire, voici ce qu'on a fait avec tel groupe, voici ce que ça a amené dans une communauté de Saint-Lin dans les Laurentides, ou de Gaspé, ou de Trois-Rivières, ou de Montréal, ou de Québec, voici les résultats qu'on est capable de faire juste à nous autres. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en train de créer un mouvement, puis ça ne commence pas aujourd'hui, là, mais on est en train de créer un mouvement qui dit à des gens, c'est pas vrai que le chaos va nous emporter. C'est pas vrai que les temps de changement qui nous bousculent, c'est pas vrai que les vents de face auxquels on est tous les jours confrontés, il n'y a pas de solution. En changement climatique, c'est la même chose. Présentement, nos citoyens ont l'impression, pas juste en changement climatique, mais entre autres là, qu'il n'y a rien à faire. Qu'il n'y a rien à faire. Laure Varidel écrivait un beau texte samedi dans le journal. On a besoin de gens pour dire non, il y a des choses à faire.
Il y a des communautés qui se prennent en main. Il y a des groupes qui s'associent. Il y a des groupes qui se mettent ensemble. Il y a des groupes qui travaillent ensemble. Puis à travers leur champ d'expertise, se disent, voici ce qu'on va présenter, voici ce qu'on va viser, puis voici ce qu'on va réussir. Puis on va le dire aux gens. Puis on va le dire aux gens du Québec. Puis on va le dire que comme génération, comme gens capables de bâtir une communauté, à travers ce trait d'union qui est la philanthropie entre l'individu et l'État, à travers ce trait d'union qui est entre l'espèce de « j'ai des priorités, puis j'ai pas assez d'argent, puis merde, on s'en va tout fout le camp », cette capacité de se refaire confiance, cette capacité de croire, mais cette capacité aussi de montrer des résultats. Cette capacité de dire on est capable, nous, de se transformer, de travailler ensemble, parce qu'au lieu de viser notre mission, ma mission à moi, qui est importante, quand je dis ça, je la juge pas fausse, là, entendez-moi bien, parce qu'au lieu de viser ma mission, ce que je vise, c'est que ma mission sert quelque chose d'un intérêt supérieur. Et chaque jour où on est capable de démontrer ça, chaque jour, je pense, on est en train de se dire, on ne pige pas dans la même poche pour essayer d'avoir de l'argent pour ma propre philanthropie. On travaille avec des gens qui ont envie de construire une communauté et qui comprennent qu'à travers l'ensemble des œuvres philanthropiques qui existent, parce qu'elles travaillent ensemble, on vise un seul résultat. Celui de construire une nation qui prend soin de son monde, qui fait face à ses défis, qui est courageuse, qui accepte de dire qu'on ne laissera personne en chemin, mais qui accepte surtout de dire on va être ambitieux et ambitieuse, on va le faire ensemble, on va innover, on n'aura pas peur. On va se lever debout chaque fois qu'on va tomber. On va construire quelque chose de beau parce qu'on va le construire, non pas pour moi, non pas pour ma mission, non pas pour mon organisation, non pas pour rayonner, mais pour quelque chose de plus grand que nous. Merci d'être ce trait d'union. Bonnes 2 journées à Québec. J'espère qu'elles seront grandioses.